Ravi de vous retrouver pour la suite de cette série de webinaires sur le sommet de l'excellence industrielle. Je m'appelle Franck Gomet, je suis responsable de la filière innovation du CIC et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir donc Philippe Hérault et Frédéric Allard. Frédéric, je vous laisse enchaîner. Oui, bonjour à toutes et à tous. Philippe Hérault, je suis en charge donc du développement de l'activité d'accompagnement des entreprises externes du groupe concernant toute la partie d'industrialisation sur la partie produits et procédés, mais également sur tout ce qui concerne la recherche de performance opérationnelle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Frédéric Allard. Donc, je suis ingénieur au sein du groupe Michelin depuis un peu plus de 39 ans aujourd'hui. J'ai une expérience qui m'a amené à faire de l'organisation sur différents sites de production en France. Comme vous pouvez l'imaginer, nos pneus évoluent tous les jours. Nous avons des nouvelles technologies qui sont intégrées à ces évolutions. Et bien évidemment, il faut préparer donc nos sites industriels à pouvoir fabriquer ces dernières évolutions. Depuis 1 an, je suis en charge d'accompagner donc la stratégie du groupe Michelin en partageant notre expertise avec des sociétés qui peuvent être intéressées par un support opérationnel de notre part. Et c'est pour ceci que je suis aujourd'hui en face de vous et que j'accompagne donc mon collègue Philippe Hérault. Alors, l'excellence industrielle à Michelin, globalement, c'est une expérience qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc, le groupe Michelin, pour rappel, a été fondé en 1889. Et ce groupe Michelin a été une des premières entreprises françaises qui a adapté donc l'organisation scientifique du travail. C'est au travers donc des échanges du gérant fondateur et de Frederick Taylor et aussi de la société Ford aux États-Unis que le groupe Michelin s'est intéressé donc à cette méthodologie relativement au fait que déjà à l'époque on recherchait donc le besoin de performance et aussi le besoin de pouvoir amener donc le meilleur produit à nos clients. Et aujourd'hui, je dirais, on continue à avoir une approche qui place en fin de compte l'homme au centre des décisions et ça fera partie certainement du dernier point que l'on va discuter ensemble au travers donc l'usine 4.0 ou au travers la petite photo que vous avez en bas à gauche. La technologie nous permet d'amener l'information au plus près donc des étapes de transformation et ce qui permet là aussi de faire des choses aujourd'hui qu'on n'envisageait pas de faire hier relativement au fait que l'information étant disponible en tout point de l'atelier, en tout point de l'environnement industriel, l'opérateur aujourd'hui est capable de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire hier. Alors, on va rebondir donc sur l'organisation industrielle. Je dirais, globalement, cette organisation industrielle, elle est à mettre en parallèle d'un besoin d'améliorer sa performance. Alors, ce besoin d'améliorer sa performance, on peut le resituer dans un contexte où vous êtes encore mieux placé que moi pour le savoir. Entreprendre, c'est aujourd'hui devoir relever des défis au quotidien pour faire face à des problématiques de réactivité. Il faut toujours aller un peu plus vite, il faut être capable de livrer les clients en temps et en heure, malgré le fait qu'on est dans un environnement pas toujours très simple à gérer. Les matières premières n'arrivent pas toujours à l'heure, pardon. Il y a des contraintes administratives, il y a des problèmes de disponibilité. Enfin, tout ça fait qu'aujourd'hui, il faut être capable d'appréhender en fin de compte ces défis de réactivité. Il peut y avoir des problèmes de qualité, il peut y avoir des problèmes de productivité, de coût d'une manière générale. Et dans ce contexte-là, il faut être capable de faire face et de pouvoir s'adapter précisément à cet environnement et à ce contexte, être capable de se remettre en cause aussi par rapport à ces évolutions et d'une manière générale, être capable d'avancer et de progresser. Et je dirais, ça, c'est le mindset de l'entrepreneur. Relativement à ceci, je dirais, ce contexte, ce mindset, on met en parallèle donc l'environnement que l'on peut appeler la corde de rappel, où en fin de compte, cet environnement d'exigence de progrès continu
qui est porté par tantôt le client, c'est globalement ce qu'il y a de plus simple. Normalement, lui s'exprime. En parallèle de ça, vous avez les normes, vous avez l'administration. Il y a les évolutions technologiques qu'il faut être capable de prendre en compte. Alors, on peut très bien se dire, il n'y a pas d'urgence, mais si vous ne le faites pas, vos concurrents, eux, peuvent le faire et peuvent générer donc de la performance supplémentaire par rapport à vous. Il y a l'obsolescence des matériels, des organisations. Il y a le besoin de rentabilité. Donc, tous ces éléments-là, donc tout cet environnement, cette corde de rappel, elle contribue en fin de compte à faire en sorte que demain, il faut être capable d'avoir un modèle d'organisation qui soit suffisamment robuste pour pouvoir, en fin de compte, vous maintenir à un certain niveau de ce qu'on appelle chez nous la garde au sol. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout s'écroule au premier coup de vent. Il faut être capable d'avoir, en fin de compte, suffisamment de robustesse dans son modèle d'organisation pour pouvoir appréhender, en fin de compte, les évolutions qui peuvent se présenter à court ou à moyen terme. Alors, en termes d'évolution du modèle d'organisation et pour pouvoir accompagner ce besoin de performance, je peux vous citer, et pour le remettre dans le contexte, nous avons aujourd'hui des sociétés qui nous sollicitent relativement au fait que les dernières orientations et l'évolution du contexte mondial font que on observe certaines relocalisations sur le territoire français d'activités industrielles qui étaient parties à l'étranger. Bien évidemment, donc, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement très simple. Pas très simple relativement au fait que quand vous venez d'un pays à bas coût et que vous relocalisez en France, quand même vous puissiez être aidé, il faut être capable d'avoir un modèle organisationnel pour lequel la pérennité industrielle soit assurée. Et ça veut dire que bien souvent, on ne peut pas se contenter de dupliquer en l'état l'organisation qui était en place sur le pays à bas coût et de le rapatrier tel quel en France. Ça nécessite aussi, dans le cadre de ce rapatriement, d'un challenge qui permet, en fin de compte, de compenser au travers, une évolution du modèle d'organisation, la différence de coût potentiel associée au fait qu'on quitte du bas coût et on arrive sur une zone à haut coût. Parce que du coup, Frédéric, comment une PME, elle peut challenger du coup sa performance dans cette situation? Alors, dans ce cas de figure, je dirais bien évidemment, Michelin peut accompagner donc ces PME au travers un processus de diagnostic, un processus d'analyse où en fin de compte, dans l'environnement industriel et opérationnel, plus exactement de cette PME, on va travailler à la définition, je dirais globalement, des leviers de performance sur lesquels cette PME pourrait agir pour pouvoir, en fin de compte, l'amener au niveau de performance attendu. Globalement, ce diagnostic et d'une façon générale la pose du problème associé donc à ce besoin d'évolution d'organisation repose sur une définition et une approche qui doit conduire à connaître quel est le niveau de robustesse du modèle organisationnel. Et quand on parle du modèle organisationnel, c'est de pouvoir se challenger sur l'aptitude de ce modèle à délivrer au niveau de l'exigence fixée. Alors, l'exigence fixée, c'est de pouvoir délivrer dans un premier temps le service ou produire donc l'objet à produire, mais aussi d'être capable de le faire au niveau de coût attendu, avec le niveau de qualité attendu, avec le niveau de réactivité attendu, donc globalement, suivant le cahier des charges que l'on se sera fixé.
relativement à ce premier diagnostic, on va faire ressortir les pain points, les points sur lesquels on n'est peut-être pas obligatoirement au niveau d'exigence attendu. Et là, un point qui est important, c'est de pouvoir identifier ces pain points dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, mais aussi être capable de se projeter sur comment pourrait évoluer ceci demain. Peut-être qu'on n'a pas d'urgence aujourd'hui, mais demain, si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer ? Et comme je l'évoque ici, les risques à rien faire doivent être identifiés et savoir en fin de compte quels seraient les enjeux associés au risque à rien faire. Exemple, aujourd'hui, je suis sur un marché où je suis tout seul. Certes, je ne suis pas à un hyper haut niveau de rentabilité. Au demeurant, si je ne fais rien, hormis le fait que je ne vais peut-être pas gagner à la hauteur de ce que je pourrais le faire, mais globalement, le risque est faible de voir un nouvel acteur arriver. C'est peut-être pas dramatique et il n'y a peut-être pas d'urgence à l'instant T de faire quelque chose. Au demeurant, si globalement je suis sur un marché concurrentiel et que j'ai un niveau de qualité qui est perfectible avec des petits problèmes de retour client, peut-être que là, en termes d'enjeu, il est urgent d'agir. Relativement à ce diagnostic, on va continuer à avancer au travers donc le besoin de valider une ambition et pour quel budget. C'est-à-dire que par rapport au diagnostic, on se met d'accord avec la société pour savoir en fin de compte quelle ambition on peut se fixer par rapport à ce que identifié comme problème. On n'est pas obligé de traiter tout immédiatement. Hein. Suivant le niveau d'urgence que l'on peut se fixer, on peut prendre 1, 2, 3 points et pas plus. Et ensuite, par rapport à ceci, donc, on va commencer à travailler pour identifier les solutions qui seraient amenées à pouvoir répondre en tout ou partie à la problématique qui nous est posée. Et vis-à-vis de chacune des solutions, je dirais être capable de faire ressortir une approche, avantages et inconvénients. Relativement à ceci, si on est en phase donc avec la société et en phase surtout sur relativement aux solutions qui sont présentées, on valide l'une d'entre elles. On va pouvoir accompagner la société en lui déclinant en fin de compte une roadmap pour donc tracer cette route, pour tracer l'itinéraire et l'amener de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui à la solution que l'on a projetée au travers de l'ambition qui avait été validée à l'origine de l'étude. Et là, sur cette roadmap, on va rentrer sur un processus où globalement, on va jalonner les différentes étapes pour faire en sorte que et au niveau de la société et au niveau donc de l'accompagnement que l'on fait, on va avoir une notion de timing et de délivrable associé pour pouvoir en fin de compte garantir que entre ce que l'on avait prévu et ce que l'on avait ce que l'on a prévu de passer comme temps, que ce soit avec les ressources de l'entreprise et avec les ressources de Michelin et les résultats obtenus, je dirais que globalement, on est bien en adéquation avec ce qui avait été déclaré à l'origine. Et puis, par rapport à ceci, donc, en plus de cette roadmap, on peut accompagner donc la société sur la transformation qui est en train de se mettre en place, et en particulier si d'aventure, en plus de nouvelles organisations mises en place, on devait avoir de nouveaux matériels à démarrer. Je dirais, on accompagne cette société sur le démarrage de ceci, sur le ramp-up et la performance telle qu'on l'avait projeté. Et en fin de mission, donc on termine toujours par un bouclage. Est-ce que globalement, on a atteint les résultats? Et si d'aventure, ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut que l'on mette en place pour pouvoir y arriver? Donc, ça fait partie des éléments de capitalisation relativement au fait que, comme je l'ai expliqué sur le slide précédent, c'est une démarche itérative. Donc, aujourd'hui, avec la mise en place de ce type de processus, une société va pouvoir, en fin de compte, assurer
un niveau de performance pendant 2, 3, 4 ans. Et dans n'importe quel cas, c'est une approche continue. On sait que tôt ou tard, il faudra relancer une boucle de performance pour pouvoir se maintenir ou éventuellement se décaler par rapport à la performance, par rapport à la concurrence, pardon. Alors, le 4.0. 4.0 avec, comment dire, un petit titre un peu provocateur sur est-ce que c'est un effet de mode? Je dirais globalement, le 4.0, c'est un outil, comme il y en a eu dans le passé. Aujourd'hui, c'est un outil qui est poussé par la technologie. Et la technologie, aujourd'hui, elle ouvre clairement de nouvelles voies de progrès. Comme vous l'avez sur la partie droite, aujourd'hui, sur les éléments qui vous amènent de l'information, il y a pléthore de sources. Donc, entre les machines qui sont au milieu de l'atelier, les différents ordinateurs qu'il peut y avoir, les systèmes de cloud où, en fin de compte, on vient collecter de la donnée et on vient la stocker. Les outils de simulation qui sont de plus en plus performants, les ERP, donc les outils qui vous permettent de planifier, d'organiser votre production, l'ensemble des objets connectés qu'il peut y avoir aujourd'hui au sein de nos activités. Donc globalement, il y a pléthore de données qui sortent de ce modèle d'organisation. Et la question qui s'est posée il y a quelques années, c'était de savoir, en fin de compte, comment on allait pouvoir exploiter toutes ces données diverses et variées, et quel était le potentiel associé donc à l'exploitation de ces données. Et comme j'ai précisé, le premier point associé au 4.0, donc c'est de pouvoir maîtriser les choses. Donc, la technologie actuelle, donc certes, aujourd'hui, elle permet de capturer, traiter, adapter, et la difficulté à laquelle on est confronté, c'est de savoir, en fin de compte, comment on va pouvoir y aller, relativement au fait que, généralement, ce sont des coûts relativement importants quand on commence à travailler au déploiement de ce type de technologie. Et pour ce qui concerne donc le groupe Michelin, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a beaucoup de grandes sociétés informatiques qui sont venues nous démarcher en nous parlant donc d'outils extrêmement intégrés qui présentaient l'intérêt de pouvoir arriver à fédérer en tout point de nos organisations donc un ensemble de données disponibles pour pouvoir en fin de compte les exploiter et améliorer notre performance. Et on était confronté à l'époque à une grosse difficulté, c'est que d'une part, économiquement parlant, on n'envisageait pas de mettre de telles sommes sur la table. Le deuxième point, généralement associé à la proposition donc, de ces grosses sociétés informatiques, c'était de devoir remplacer nos matériels qui étaient réputés incompatibles avec ces nouvelles technologies. Et donc, notre premier défi, lié au fait qu'on n'était pas disposé à partir suivant cet angle proposé donc, par ces sociétés informatiques, ça a été de se dire on va essayer de s'organiser pour collecter nos données, donc issues des différentes sources de production au sein du groupe Michelin, hein, et puis en plus de la collecte, être capable de les regrouper, de les organiser dans un même environnement pour pouvoir les traiter au moment venu. Et en gardant le fait que, je dirais technologiquement parlant, on avait des matériels qui pouvaient avoir 15, 20 ans d'âge, et puis d'autres qui étaient très récents, et un peu comme on peut le connaître à la maison, de par l'obsolescence programmée, par définition, pouvoir exploiter des données issues d'un environnement ancien avec un environnement nouveau, c'était pas réputé compatible.
Et donc, le premier défi, ça a été de pouvoir collecter ces données. Et aujourd'hui, donc, on a réussi à pouvoir capter les informations là où elles se trouvent et quelles que soient les technologies et leur ancienneté. Donc, quand je dis quelles que soient les technologies, on est capable donc de capter les informations issues de machines Siemens, Rockwell, Bosch, de l'environnement Apple ou Windows. On est capable aujourd'hui, de façon indifférente, de collecter ceci. Et on a travaillé donc à l'organisation de ce qu'on appelle chez nous un data lake, donc la fédération de ces données au niveau d'une base centralisée pour chacun des sites industriels du groupe Michelin. La question qui s'est posée dans un deuxième temps, ça a été de pouvoir adapter le traitement de ces données aux spécificités de chacun. Et là aussi, encore une fois, gros problème à l'origine avec ces grandes sociétés informatiques qui nous vendaient, je dirais, des systèmes totalement intégrés. Et en particulier, on avait une expérience avec les ERP, donc les fameux outils qui nous aident à la planification et à l'organisation de la production. Et globalement, notre souci, c'était là aussi de ne pas se trouver dépendant d'acteurs logiciels. Et la question qui s'est posée, ça a été de se dire notre système d'information qui va venir exploiter ces données, donc les traiter pour pouvoir délivrer un résultat, il faut qu'il soit adapté aux réels besoins de l'opérateur et des utilisateurs finaux. Donc, on a travaillé à la mise en place donc de logiciels et de progiciels sur mesure, c'est-à-dire que à la mise en place, c'est pas les utilisateurs qui se sont adaptés à l'informatique, c'est l'informatique que l'on a adaptée aux besoins de l'utilisateur. Et le troisième défi, c'est celui associé au fait que là aussi, au niveau de nos technologies, et en particulier celles liées à la vision, donc tout ce qui est caméra, captation d'images, on a vu qu'on avait besoin d'avoir un système suffisamment souple et apprenant, comme on l'a mis ici, pour être capable d'accompagner donc l'évolution de nos connaissances et l'évolution des technologies. Globalement, la mise en place, en fin de compte, de ce qu'on pourrait appeler cette intelligence artificielle a montré que l'algorithme que vous allez développer au mois de janvier cette année, il aura besoin d'évoluer dans le courant de l'année parce que ce que vous allez observer et au travers de la vie de vos produits va faire que vous aurez besoin de faire évoluer ces algorithmes. De par le fait que, en termes de compréhension, ces outils vous permettent d'isoler et de caractériser certains points que vous ignoriez en début d'année. Et là, on rentre dans un processus que l'on a appelé apprenant, où en fin de compte, nos systèmes de traitement doivent être évolutifs et doivent être capables de faire remonter, en fin de compte, les écarts pour pouvoir les prendre en compte au niveau de ce développement informatique. Voilà, donc on rentre, dans une approche un peu de sur-mesure et globalement spécifique à chacun, avec un point qui est important, c'est qu'on a défini, je dirais, un standard d'extraction, un standard donc d'écriture des différentes requêtes, un standard d'écriture des différents algorithmes de traitement qui nous permettent en fin de compte d'être globalement efficaces sur la mise en place des outils, tout en étant capable d'avoir une réponse à une spécificité d'utilisation en termes d'exploitation de ce logiciel. Très clairement, il y a quand même, on a beaucoup parlé de
pas forcément Michelin de ce que vous faites, mais quelque part aujourd'hui, ça peut s'adapter à toutes les activités. Toute activité industrielle, quelque part, peut se calquer en grande partie sur votre savoir-faire en termes de traitement de données. Absolument. Absolument. Et on est appelé à intervenir aussi bien dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des nouvelles énergies. Donc, c'est pas du spécifique pneu, sachant qu'au sein du groupe Michelin, on n'a pas que des activités liées aux pneumatiques. Alors, on a, Frédéric, une question. Alors, je vais peut-être mal la prononcer parce que je ne suis pas ingénieur, hein, malheureusement. Sarah qui nous demande, le sur-mesure artisanal et manufacturier est-il compatible avec le MES? En majuscule, MES, ça ne me parle pas. Est-ce que ça vous parle? Alors, le MES, si vous pouviez me donner la définition de cet acronyme, ça m'éviterait de dire des bêtises. Je sais Sarah. pas. Voilà. On va écrire. Alors, MES, c'est le Manufacturing Execution System. Alors, oui, totalement. Globalement, aujourd'hui, comme je l'évoquais au début de la présentation, notre souci, c'était relativement aux expériences des années 80 où on a mis en place des progiciels clés en main associés à des machines, elles aussi livrées clés en main, ont montré que le modèle organisationnel devait s'adapter en fin de compte à ces outils de traitement. Alors, et dans ce contexte, on en a vu rapidement les limites de par le fait que globalement, on arrivait tous au niveau de l'industrie à mettre en place les mêmes modèles d'organisation pour pouvoir s'adapter en fin de compte à ces super ERP. En parallèle de ceci, nos modèles d'organisation avaient montré que ces outils très formatés ne répondaient pas toujours totalement à nos besoins. Et c'est dans ce contexte-là qu'on est parti donc sur ce besoin de rentrer sur du sur-mesure avec une préoccupation de productivité et de coût, bien évidemment, parce que par définition, du sur-mesure coûte plus cher. Coûte plus cher à partir du moment où vous n'avez pas la possibilité, en fin de compte, de le développer de façon frugale. Et là, c'est le point sur lequel je pense qu'on a réussi à identifier. Comme je l'évoquais, quelle que soit la nature d'exploitation à mettre en place, on a retenu donc des modèles technologiques standards qui permettent donc d'extraire, d'organiser et de traiter l'information sur la base du cahier des charges qui est spécifique en termes de finalité d'usage. Oui, c'est tout l'avantage de l'accompagnement, c'est de bénéficier de tout le travail qu'a effectué Michelin pour le mettre au service du sur-mesure d'une entreprise qui n'aurait pas forcément le temps, l'énergie, les moyens pour faire pour avoir le retour précis. Mais bon, grâce à l'accompagnement de Michelin, vous pouvez leur permettre justement d'obtenir ce sur-mesure à moindre coût. Oui, absolument. Et je vois que Sarah avait complété donc son message en parlant de MES comme étant le système de mesure en continu. Aujourd'hui, on a globalement des sites de production très intégrés. Il n'empêche que sur cette intégration, les systèmes d'exploitation qui ont été mis en place en termes de d'approche apprenante. Alors c'est pas du temps réel, hein,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos systèmes permettent de capter globalement, et en particulier sur les systèmes de vision qui sont mis en place. Je connais cette situation parce que je l'ai déjà vue, et de par le traitement qui est prévu, la machine est capable de donner une orientation au produit. Autre cas de figure, cette situation, je ne la connais pas. J'ai détecté quelque chose qui était différent de tout ce que je peux connaître. Et ça veut dire que dans nos organisations, et dans l'organisation donc technologique, on isole et on a un comité de revue régulier qui permet en fin de compte d'analyser ce qui s'est passé, ce que l'on a isolé. Est-ce que, l'image, si on parle de vision, est-ce que l'image, elle est de nature à remettre en cause notre protocole de traitement? Si oui, donc on l'intègre en créant un énième cas de figure. Sinon, je dirais, on s'organise pour pouvoir, en fin de compte, traiter automatiquement ce type de situation si d'aventure il venait à se reproduire. Merci beaucoup Frédéric, Philippe, pour votre intervention. Moi, du coup, je vais rappeler aux participants du coup les prochaines dates. Donc le 17 mai prochain, prochaine conférence sur réduire l'impact environnemental de son produit. Le 14 juin, Best Value Sourcing, sourcer de nouveaux fournisseurs en phase avec sa stratégie et ses valeurs. Merci au groupe Michelin, Start2Prod, Frédéric, Philippe, et on se retrouve du coup le 17 mai prochain pour du coup l'éco-conception. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous.